take one for the team. You know I'm living a dream. You know I'm living a dream. They put me up in the ring. I'ma take one for the team. You know I'm living a dream. You know I'm living a dream. Yeah. Rocasfer reçoit aujourd'hui l'un des hommes forts de cette saison de la Roca Team, un jeune joueur avec énormément de talent, l'un des chouchous de la salle Gaston Médecin, international français médaillé d'argent aux Jeux de Paris 2024, Mathieu Strazel est notre invité. Après la semaine parfaite contre Paris, Monaco sort d'une semaine noire, une défaite surprenante en Euroleague contre le Maccabi, une élimination en demi-finale de Coupe de France hier soir à domicile contre Le Mans. Aujourd'hui, nous vous proposons de rentrer dans l'intimité de Mame Djeité. Rocasfer a suivi le pivot monégasque jusqu'en région parisienne, là où tout a débuté pour lui. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Rocasfer, votre rendez-vous basket tous les lundis 19h50 sur TV Monaco. Je retrouve mon 2 majeur pour aujourd'hui. Avec moi, Yoann Cherami, Ben Monclar et donc notre invité du jour, Mathieu Strazel. Ravi de te recevoir, Mathieu, et puis bienvenue. Merci beaucoup, ravi aussi. Tout va bien ? Pour aller mieux, mais ça va. Allez, on commence tout de suite avec l'entre-deux. Mathieu, on va faire un petit point avec toi déjà sur cette saison. Comment tu jauges ta saison personnellement et celle de l'équipe jusqu'à aujourd'hui ? Je pense que ça va être possible de juger ma saison seulement à la fin. J'aime pas en milieu de saison tirer des conclusions, mais en tout cas je me sens bien. J'ai l'impression d'avoir gravi des échelons, d'avoir un rôle différent des années passées. Donc individuellement, je me sens bien, mais voilà, collectivement, on a encore plein d'objectifs et plein de choses à faire. Donc je pense qu'on pourra juger à la fin de saison de savoir si elle a été bonne ou pas cette saison, quoi. Ouais, on va revenir justement sur cette montée en puissance. Yoann, peut-être ? Oui, parce que tu as fait un mois de janvier énorme, Mathieu. Tu as été responsabilisé par ton coach en l'absence aussi de Jordan Lloyd et d'Eli Okobo. Est-ce que tu as senti à ce moment-là que tu étais en train de devenir incontournable et que finalement ton statut était en train de changer aux yeux du coach ? Ouais, petit à petit. J'ai vraiment l'impression que ça s'est fait continuellement, de manière petit à petit. Et, c'était un bon feeling, j'ai envie de dire, de se sentir en confiance, de voir qu'on a la confiance de ses coéquipiers, de son coach. Et ça m'a donné de la confiance et j'espère pouvoir continuer ça jusqu'à la fin de la saison, quoi. Oui, on a vu passer une interview d'ailleurs où tu parles d'un déclic avec le coach. Il y a une discussion qui a tout changé cette saison. Ouais, c'est ça, une discussion après Paris où on se devait de se comprendre. De moi de le comprendre lui de me comprendre moi. Et ça nous a remis sur des bons rails. Et d'ici, on a réussi à avoir une meilleure relation. Et c'est ça qui a fait que justement, ça m'a donné de la confiance, quoi. On sent que tu as pris de l'ampleur, c'est-à-dire qu'on sait ta qualité de shoot, de marquer des points, d'être fort offensivement, de mettre en place, défendre fort aussi. Mais on sent que sur le terrain, tu as pris du volume, du leadership. On te voit aller placer les mecs, de temps en temps un peu les houspiller quand ils font pas ce qu'il faut. Ça, c'est quelque chose qui vient de toi, c'est quelque chose qui a été discuté avec le coach. Comment tu te sens par rapport à ça ? Je pense que je l'ai toujours eu un peu en moi. Mais d'arriver dans des grosses équipes comme Monaco, forcément, il y a un moment où il faut savoir se mettre à sa place et gagner la confiance, comme je l'ai dit, de tout le club, de l'organisation, de ses coéquipiers, du coach. Et je pense vraiment que ça s'est fait petit à petit. Et avec ce que j'ai pu montrer sur le terrain, j'ai gagné un peu de crédit aux yeux de tout le monde et ça m'a permis d'arriver à donner des directives et d'être écouté, quoi. Tu as eu une position qui était pas facile. Tu es un jeune joueur qui est arrivé dans un effectif pléthorique avec beaucoup de gros joueurs. Certains auraient peut-être eu la facilité de se dire je vais aller gagner du temps de jeu ailleurs. Toi, tu as voulu rester à Monaco. Pourquoi ? Tout simplement parce que, même si je déteste qu'on me dise ça, je suis encore jeune. En tant que chiffre, j'ai que 22 ans. Donc, je me disais que j'ai encore de l'expérience à prendre. J'ai encore à apprendre des coéquipiers qui sont autour de moi, qui sont remplis de talent et qui ont beaucoup d'expérience, que ce soit outre-Atlantique ou dans l'Euroleague. Donc ça a vraiment été une décision réfléchie de prendre sur moi et de grappiller de l'expérience pour que justement, quand j'arrive à mon prime, si je puis dire, aux alentours de 25-26 ans, je l'espère, d'avoir tout ce qu'il faut en magasin pour justement être le leader d'une équipe et
savoir comment la gérer, quoi. Je pense que tu as dû apprendre aussi aux côtés de Mike James, par exemple. Je pense Beaucoup. que les conseils qu'il peut t'apporter à l'entraînement au quotidien, c'est Ellie aussi, sans quelque doute. chose dont tu vas pouvoir te servir à l'avenir. Ouais, c'est ça, j'apprends un peu d'eux et de différentes manières. Compris sous l'oreille un Ouais, petit un peu, petit c'est quoi votre relation? Ouais, Ellie, beaucoup petit frère, grand frère, même si je le charrie, je lui dis que c'est lui le petit frère. Non, on a cette relation, voilà, on se parle beaucoup, on fait des choses sûres en dehors du terrain. Donc, ouais, Ellie, un peu cette relation. Et Mike aussi, tout de même. Même si on pourrait dire qu'il y a la barrière de la langue, que c'est un Américain et que moi je suis un Français, qu'on a peut-être des parcours complètement différents, il a vraiment pris le temps pour moi de m'expliquer comment ça se passe le haut niveau, comment arriver à un certain niveau, comment le garder. Et après, ça a juste été à moi de regarder, quoi, parce que certes, je l'écoute, mais aussi de regarder, j'en apprends. Et Puis à l'entraînement, s'opposer à des joueurs comme ça, forcément. ouais, exactement. Ça fait 6 ans que je suis un professionnel, 6 ans que j'ai la chance de côtoyer des meneurs de très haut niveau. Donc, ça aurait été dommage de ne pas apprendre d'eux, quoi. 6 ans professionnel à seulement 22 ans. C'est quand Et même champion, assez, champion chaque année. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que le club mise beaucoup sur toi. On en a déjà parlé avec le general manager Alexis Yefimov. Comment toi tu vois justement ton avenir à Monaco? Ça a été des longues discussions avec mon agent, avec ma famille, de savoir un peu comment je voulais construire ma carrière. Donc voilà, je voulais, comme je l'ai dit, apprendre, en étant jeune, apprendre un maximum. Et ensuite, pourquoi pas aller à l'étranger. J'avais pensé à l'étranger, de savoir si je voulais faire ce step-là. Mais après mûre réflexion, je me dis que dans un club comme ça, si on arrive à rester en Euroleague, je suis dans une des meilleures équipes d'Euroleague. Je suis aux côtés de joueurs hors normes, j'ai envie de dire. Et petit à petit, j'arrive à avoir un rôle. Donc, je ne me suis pas fermé l'idée de faire toute une carrière à Monaco, si possible, si le management veut, si moi je le veux. Donc, voilà, je suis ouvert et fermé à rien. Mais en tout cas, je me sens bien ici pour l'instant et j'ai pas envie de bouger, quoi. Des rêves de NBA un petit peu? Non, j'en avais étant plus jeune, mais plus maintenant. Je veux vraiment être un joueur dominant en Europe. Et ouais, voilà, mon objectif sur le moyen et long terme, c'est ça. On voit là tes stats à Monaco. Alors c'était avant le match contre Le Mans. Tu as déjà disputé 190 matchs avec cette équipe, Oh, 1500 points marqués. Voilà, du 3 points, des passes décisives. On a vu aussi passer, je sais pas encore, tes stats cette saison avec un fort pourcentage à 3 points. C'est vrai que là, on te sent vraiment libéré dans ce secteur-là cette saison. Ouais, c'est vrai que voilà, je sais pas à quoi c'est dû, évidemment, le travail, mais pour donner une La réponse... confiance aussi. Ouais, de la confiance, c'est ça. Pour donner une réponse un peu plus différente des autres, c'est... Ouais, voilà, je pense que c'est un mix de tout, de confiance, d'opportunités et de travail qui ont fait que, voilà, cette année, je me sens bien avec mon tir extérieur et ça m'ouvre le jeu de savoir que les défenses, entre guillemets, craignent un peu mon adresse extérieure. Ça m'ouvre voilà, des passes, des ouvertures, des drives et ça fait de moi un joueur plus complet, quoi. C'est quelque chose que tu travailles énormément à l'entraînement. Nous, on a eu la chance de pouvoir t'observer parfois, salle Gaston Médecin, et on te voit prendre ces shoots, parfois même de la ligne médiane, pour un petit peu se challenger avec tes coéquipiers. Mais voilà, c'est quelque chose que tu travailles, et quand on voit la réussite aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de secret. Ouais, non, c'est ça, entre guillemets. Enfin, il n'y a rien de nouveau, mais ouais, il n'y a pas de secret, c'est tout dans le travail. Et comme vous l'avez dit aussi, la confiance, ça joue beaucoup. Il y a de talent aussi. Un peu de talent aussi peut-être, mais il y a Pas beaucoup de forcément. joueurs qui se nourrissent de confiance pour pouvoir être bons. Et je pense que je fais partie de ces joueurs-là. Quand je me sens en confiance et que je sais que les gens autour de moi comptent sur moi, ça m'aide à performer et être efficient. Mathieu, on va revenir sur la semaine qui vient de passer. Il y a eu d'abord ce match en Euroleague. On va peut-être d'abord évoquer vite rapidement la Coupe de France. C'était un des objectifs de l'équipe. On le sait, tout comme la Leaders Cup. Et vous avez été barré encore une fois par Le Mans. Comment tu expliques ce nouveau revers face à cette équipe? Dur à avaler, dur à encaisser, parce qu'on ne l'a pas vu venir. Je pense que vraiment, on était vraiment tous motivés à répondre de cette finale de la Leaders Cup qu'on avait déjà perdue contre Le Mans. Et malgré de l'envie défensive, même si on en a manqué sur quelques séquences, en ayant regardé le match, on a fait des efforts. Offensivement, on s'est passé là-bas, je crois qu'on fait 25 passes décisives. Donc voilà, malgré cette envie de bien faire, on a encore échoué sur une marche où on ne voulait pas échouer. Donc beaucoup de remises en question depuis hier, des discussions
entre nous, avec le coach, avec le management, de se regarder dans une glace, de se remettre en question encore et encore pour essayer de faire mieux dans les objectifs qui arrivent parce qu'on en a encore de gros. C'est bien qu'ils se remettent en question, mais après, il ne faut quand même pas enlever le mérite à cette équipe du Mans qui a fait un match monstrueux, notamment à 3 points. Ils n'ont pas raté un shoot. Donc voilà, oui, 2 fois d'affilée, 2 fois sur des matchs coup près. C'est ça qui est très frustrant dans ce match-là, c'est que c'était pour une finale à Bercy. Mais voilà, le Mans a fait une performance XXL. Non, Et le Maccabi aussi, du coup, je reste avec toi, Ben, qui a fait un très bon match. Parce que c'est pas forcément que Monaco qui sous-performe, il y a aussi Bien des sûr. équipes en face qui savent répondre. Et voilà, Monaco qui est tombé. La Serbie. frustration sur ce match du Maccabi, c'est la physionomie du match. C'est-à-dire qu'on sent qu'ils l'ont dans la main, le match. Et ils le laissent passer sur... Voilà, on peut dire ce qu'on veut après. Donc, des concentrations, la blessure de Daniel Theis. On peut dire tout ce qu'on veut, mais cette équipe-là, le match, ils l'avaient dans la main. Et ils le laissent filer, voilà, donc sans trop de conséquences, parce que les équipes derrière ont aussi perdu. Mais du coup, ça aurait permis de faire un break avec les équipes poursuivantes et puis de s'installer dans ce top 4-5 durablement et d'appréhender la fin de saison solide. Et là, du coup, cette défaite, Le Mans, ça crée des tensions. Et le prochain match, j'imagine que c'est un peu tendu du coup. Quelque chose de très rare contre le Maccabi, peut-être Mathieu, il y a eu de nombreuses pertes de balles, 18 il me semble. Vous n'êtes pas trop habitué justement en plus à avoir des chiffres aussi hauts. Ouais, non, c'est ça, c'est vrai. On a plutôt l'habitude de ne pas perdre beaucoup de ballons et justement d'en faire perdre beaucoup. Et justement, sur ce match-là, c'était un peu l'inverse. En première mi-temps, je crois qu'ils avaient fait que 2 ou 3 ballons perdus. Et voilà, ce n'était pas l'identité qu'on avait ces derniers mois. Donc, ouais, comme il l'a dit, Ben, c'est un peu la physionomie du match qui a fait que c'est vraiment un coup de dur, ce match au Maccabi. Comment tu expliques cette difficulté à maintenir le même niveau collectivement depuis l'arrivée de Vasilis Spanoulis? On a vu déjà sur les premiers matchs qu'il y avait une continuité sur les 3-4 premiers matchs où il y avait vraiment un contenu que lui sans doute attendait. Et depuis, c'est un petit peu en dents de scie. Objectivement, déjà c'est frustrant pour tout le monde. Évidemment, voilà, pour les fans, les spectateurs, mais pour nous aussi c'est frustrant de ne pas arriver à trouver cette régularité. Mais je pense que c'est dû au fait que voilà, je suis vraiment pas là pour qu'on se donne des excuses, mais voilà, on enchaîne beaucoup de matchs. On a des joueurs qui se blessent, des joueurs qui reviennent. Les 12 joueurs changent souvent. Est-ce que ça peut expliquer pourquoi on n'arrive pas à trouver une espèce de régularité peut-être? Mais on n'a qu'un joueur de haut niveau. Malgré ça, on devrait être capable de pouvoir afficher un certain niveau minimum à chaque match. Et voilà, on n'arrive pas à le faire, mais on a discuté. Je ne sais pas si c'est suffisant, mais on a beaucoup discuté ce matin et j'espère que des choses vont changer et que voilà, on va enfin réussir à trouver cette régularité. Sur ce match du Maccabi, il y a quelque chose qu'a relevé Laurent Sierra qui commentait la rencontre. Il trouvait que vous preniez très peu de shoots à 3 points en dehors de la fin de match. Est-ce que ça a été une consigne du coach d'aller peut-être plus aller chercher les intérieurs? Pas vraiment. Je pense que objectivement, par contre, on se passe bien mieux la balle depuis que Vasilis est arrivé. C'est vrai. Le nombre de passes décisives qu'on fait par match, il est bien plus élevé. Donc voilà, on essaie vraiment de lire le jeu. Si c'est à 3 points, si c'est à l'intérieur, on essaie vraiment de jouer de la manière juste, j'ai envie de dire. Et ouais, je ne sais pas si c'était si flagrant que ça, mais en tout cas, non, ce n'était pas une consigne du coach de moins tirer. C'est juste en dessous de la moyenne. Je crois qu'il y en a eu 17 et la moyenne cette saison, elle est autour de 22-23. Ah ouais? Donc c'est en dessous de la moyenne cette saison. Ouais, je pense que c'était une petite coïncidence, quoi, mais pas une consigne du coach. En tout cas, il nous laisse beaucoup de liberté à ce niveau-là. Bon, on va faire un petit point sur le classement de l'Euroleague pour voir que quand même vous êtes quand même toujours bien placé au classement. Alors, ce qui est frustrant, c'est qu'on s'est dit au début, derrière ça a perdu, c'est la bonne occasion. Et finalement, on se dit, ouf, tout le monde a perdu derrière et Monaco reste dans le top 4 et c'est ça la réalité, c'est que Monaco, en dehors de l'Olympiakos qui décolle et qui a gagné son derby contre le Pana, Monaco reste dans le top 4 à égalité avec le Bayern, suit le Barça qui fait une belle remontée aussi dans les places au play-in, l'étoile rouge, Paris, Milan en 9e position. On va voir la deuxième partie du classement qui va s'afficher dans quelques instants avec donc le Partizan en 10e position.
11e et 12e, l'Efes Istanbul et le Real Madrid, hein, toujours en dehors des places pour les play-ins. Ça, c'est quand même la grosse surprise de cette saison. L'Asvel, 15e, et évidemment, l'Alba Berlin, toujours dernier de ce classement de l'Euroleague. Et messieurs, il est temps de prendre un petit temps mort tactique. Johan, qu'est-ce qu'on va prendre cette semaine ? Et ben pour ce temps mort tactique, on va s'intéresser évidemment au match face au Maccabi Tel Aviv avec un zoom sur la défense. Vous allez voir que les jaunes et bleus avaient un plan bien précis pour contrer au mieux les Monégasques avec l'utilisation de switch. Alors ça peut faire peur, hein, dit comme ça, mais vous inquiétez pas, Ben est là pour tout nous expliquer. Vous allez voir à travers déjà plusieurs actions à vitesse réelle, justement ces mouvements utilisés, la stratégie défensive utilisée par le Maccabi. Et puis on voit tout ça avec toi, Ben, après. 2 fois Eli Okobo à la main, et puis une perte de balle de Mam Jeïté trouvée dans l'intérieur. Et puis sur la deuxième action, au contraire, c'est Daniel Theis qui est trouvé intérieur sur une passe aussi de Eli, mais la passe cette fois est bien donnée. Et derrière, Daniel Theis obtient la faute. Tu nous expliques, Ben, ce que c'est que ces switch et voilà cette stratégie défensive utilisée par le Maccabi. Bon, déjà, j'imagine que le Maccabi, ils avaient peur de la puissance offensive sur pick and roll de Monaco. Du coup, ils ont utilisé cette technique défensive, ça s'appelle le switch. Donc, ils changeaient sur les écrans. Là, on va le voir, là, il y a Sorkin. Du coup, il y a un écran de GIT sur Di Bartolomeo. Il va changer, il va défendre sur Okobo. GIT va donc du coup descendre et il va se retrouver avec un meneur de jeu sur lui. Donc là, on va pouvoir faire stop. Intelligemment, cette équipe du Maccabi, elle ne va pas laisser Di Bartolomeo sur Mam, qui a une trop grosse différence de physique, de poids, de taille. Il va venir tout de suite se mettre sur Joran Bossum Game. Et c'est Will Rayman qui va défendre sur GIT. Donc on va voir la suite. GIT va venir prendre sa position dans cette zone-là. Et donc là, ça fait un peu écho à ce que vous disiez, on peut faire stop, ça fait écho à ce que vous disiez sur le nombre de tirs à 3 points. Peut-être à une époque, on aurait laissé Okobo jouer sur Sorkin cette mismatch-là et trouver un shoot à 3 points ou quelque chose comme ça. Là, on voit la consigne, c'est de trouver GIT à l'intérieur. GIT, il va bien prendre sa position, il va nous proposer une cible en hauteur, on va laisser dérouler l'action. Et là, c'est Okobo qui fait une petite erreur tactique, hein, ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de souci. Il fait une passe à terre, on aurait aimé voir une passe en l'air pour mettre ce joueur-là en difficulté. Donc là, on va laisser dérouler l'action. Donc voilà, la cible, elle est bien demandée en haut. La passe, elle est à terre. Un joueur de 2m10, lui faire une passe à terre quand il y a un poste 3, voire 4 sur lui, c'est pas lui rendre service. Et la situation, la deuxième, c'est exactement la même chose. Je vous laisse avancer. Donc il y a ce pick and roll qui est joué par Mike James. Di Bartolomeo, encore une fois, va se retrouver sur Theis. Il fait cette rotation-là. Et c'est encore Will Rayman qui va se retrouver sur Daniel Theis. Le relais va se faire par Eli. Et là, intelligemment, il le sait, il a déjà fait l'erreur une fois, il ne va pas le faire 2 fois. Passe forte au-dessus de la tête. La prise de position, elle est prise là en bas. Passe forte, faute provoquée. Rayman, c'est à la sortie du match, il n'a pu jouer que 12 minutes sur ce match-là. Tant mieux d'ailleurs parce qu'il nous a sacrément embêtés. Mais voilà comment Monaco a su répondre à ce problème tactique. Merci Ben, je te laisse nous rejoindre. On profite de la présence de Mathieu. On ne vous a pas fait un top 5 des meilleures actions de la semaine en Euroleague. On vous propose un petit best-of des meilleures actions de Mathieu cette saison. Pas mal cette attaque. 6 secondes, Mathieu Strazel. Oh, lui aussi, Mathieu Strazel. Le public de l'Uber Arena qui pousse. Vito Brown avec Mathieu Strazel. Est-ce qu'il va nous faire un 5-5? Mathieu Strazel, il est capable. Le 5-5 avec la planche, le filou, le coquin. ouais. Celui-là, il a un tantinet long. Hein, il a un tantinet long, mais il fait du bien. Ah oui. Il y a un peu moins de 10 ans. Il s'est pas loupé, Mathieu Strazel. Allez, pour continuer, le 100%. Oh, il est en feu, Mathieu Strazel, depuis quelques matchs à 3 points, rien ne l'arrête. En plus, dans la barbe de Kevin Fonter. Oh là là. Il régale Mathieu Strazel, longue distance. C'est pas shooté à 2 points, le garçon. Ouais, la réponse n'interviendra pas à la gamelle. Allez, faut courir, Mike, faut courir. Allez, le 4 sur 4 pour Mathieu Strazel. Arrêtez-le. Ah, ça vous plaît, ça. Et Monaco qui prend les commandes dans ce match pour la première fois. Plaît, Colère, hein. Calates, Lloyd, ouais, qui a pris la vitesse. Mathieu Strazel qui se lève à 3 points. Oh là 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 là.
Doucement, doucement. Oh le coquin. Oh le coquin. Ah, il est Oh, le coquin. Il est gourmand, mais ça tombe dedans, la ficelle. Il a peut-être il a vu son ancien coach aussi. Il faudrait trouver Strazel, là. Il faudrait le trouver. Calates, Strazel, le voici, qui a pris l'intervalle et qui va monter. Le 2-12. Il peut montrer les muscles, Mathieu Strazel. Oh là là, quelle connexion. 13 points et le lancer franc à suivre pour lui. Et la cinquième en plus de Grazoulis. Mathieu qui sort les muscles cette saison. On va faire une petite parenthèse internationale. Mathieu, tu as retrouvé l'équipe de France il y a très peu de temps. Est-ce qu'on peut revenir déjà peut-être sur les JO de Paris, puisqu'il y a eu ce tir contre le Japon, puis cette finale incroyable contre le Team USA en finale? Ouais, non, une expérience inoubliable, une expérience inattendue. Après les phases de poule, je me souviens que peu donnait cher notre peau. Donc voilà, ça a été une expérience enrichissante de faire un résultat comme ça, et surtout à la maison, avec le parcours qu'on a eu. Donc ouais, non, un super souvenir, quoi. Elle est belle la photo quand même. Ouais, elle est jolie. Ça peut peut-être s'afficher à la maison, ça, en, Ouais, elle est en affichée souvenir. déjà, ça y est. Je sais que... Oui, il y a faute, mais là, on ne le voit pas. On ne le voit pas, parce que là, il ne touche pas, mais sur l'action... C'est vrai que le parcours il est incroyable, parce qu'à chaque tour, on ne vous donne pas favori du tout, que ce soit le Canada, l'Allemagne, et vous avez... Est-ce que c'est le public qui vous a transcendé? Qu'est-ce qui s'est passé sur chaque match? Je pense que, ouais, évidemment, d'avoir à Lille 27 000 personnes qui poussent, forcément que ça aide. Et voilà, à Bercy, on était à la maison, j'ai envie de dire, et est-ce que quelqu'un pouvait rêver mieux en tant que Français que de jouer des matchs coup près à la maison comme ça? Non, donc, ouais, l'aide du public, et voilà, c'est ce petit surplus d'énergie qui fait que on arrive à aller chercher les matchs qu'il faut au bon moment, quoi. Il y a beaucoup de concurrence en équipe de France au poste 1 et au poste 2, avec notamment ceux qui jouent aussi en NBA, puis Théo quand même, qui brille beaucoup en Euroleague. Qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter, toi, à cette équipe de France, là, dans les prochains mois et dans les années à venir? J'aimerais apporter de la régularité, voilà, de m'affirmer comme un cadre de l'équipe, un peu dans un style différent, mais un peu à la manière que d'Andrew Albici, sur le secteur défensif et dans le leadership, avec mes qualités offensives aussi. Je pense que voilà, ça peut faire un bon mix si j'arrive à continuer à jouer avec des joueurs forts autour de moi, d'être complémentaire, d'arriver à savoir quand faire jouer les autres et quand jouer pour moi. Voilà, je pense que j'ai une carte à jouer à ce niveau-là sur l'équipe de France. Et tu penses qu'avec ce vivier quand même exceptionnel, on ne va pas tous les citer, mais bon, Wemby, Rizaché, Koulibaly, Théo Malédon, toi, etc. Est-ce que tu penses que cette équipe, un jour, elle peut être championne du monde? Oui. C'est un objectif? Oui. Déjà, il faut faire partie de l'équipe, parce que je ne sais pas si j'en serai, mais en tout cas, dans la tête de Victor, c'est quelque chose qu'on a discuté. Lui, c'est indéniable pour lui. Il pense que voilà, même dès Los Angeles, il y a un coup à jouer, quoi. Sylvie a été présente sur place à Paris. Je crois que tu as un coéquipier qui avait un petit message pour toi. Avec Mathieu, je pense que je dirais c'est un peu son sang-froid, je dirais son envie d'être là, mais vraiment sans avoir de préjugés. Et juste le fait qu'il soit lui-même, que peu importe l'environnement dans lequel il est, il va être lui-même. Et c'est quelque chose qui est toujours impressionnant et toujours bien d'avoir. Tu as un petit message à lui adresser, un truc à lui dire Non. Non, juste qu'il continue à faire ce qu'il a à faire. Je pense qu'il sait très bien ce qu'il a parcouru, mais qu'il sait très bien qu'il y a encore plein de choses à faire. Donc juste qu'il continue à être lui-même. Lui aussi, il a un parcours incroyable cette saison, Théo. Ouais, non, c'est clair. Ce qu'il fait cette saison avec l'Asvel, c'est assez dingue. Et voilà, je pense que le choix qu'il a fait de revenir en Europe, ça a été le meilleur choix pour lui. Et là, il est en train de montrer que justement, ça peut être un des meilleurs meneurs d'Europe, et ça pendant encore longtemps. Donc, ouais, c'est cool qu'on se soit revus en équipe de France, qu'on rejoue l'un contre l'autre, parce que voilà, on a commencé entre guillemets ensemble à l'Asvel. Et voilà, je suis pareil, super content de voir tout ce qu'il fait aujourd'hui, quoi.
c'est génial pour l'équipe de France. On sait, voilà, le poste de meneur, c'était un poste où on ne savait pas trop qui allait se mettre en avant, etc. Et puis là, cette année, entre Mathieu et Théo, ben, voilà, on en a deux. Je ne sais pas ce que Freddy Fotou va faire, hein, mais on a 2 joueurs qui se sont montrés quasiment plus haut niveau en Europe. Et c'est top, en plus, ils sont complémentaires. Donc, J'allais dire. Complémentaire. Et potes en plus. Ça aide quand même. Tu parlais de Freddy, justement. Il y a un nouveau sélectionneur à la tête de l'équipe de France. Qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Une manière de jouer. Je pense qu'après, ça va de soi, c'est normal. Chaque coach a sa manière de jouer différente. Donc voilà, je pense qu'il va apporter un peu de liberté dans le jeu offensif. Là où ça va plaire à des joueurs comme Evan, des joueurs comme Elie, je pense que voilà, ils vont s'y retrouver. Et, par contre, je sais qu'il y a cette continuité où l'image de l'équipe de France, elle ne doit pas bouger. Peu importe le coach, on doit rester une nation qui se bat, qui est fière et qui, peu importe le match, la compétition, doit représenter le maillot correctement. Donc voilà, ça, c'est des valeurs qui ne vont pas bouger, en tout cas, même avec Freddy Fotou. Allez, messieurs, c'est l'heure des MVP. Maintenant, on passe à la Rocajauge. On va sortir un petit peu la pommade maintenant. Vous allez élire vos MVP de la semaine. Messieurs, je commence avec toi, Johan. Moi, j'ai choisi de mettre en lumière Mike James cette semaine, qui avait fait un bon match face au Maccabi, auteur de 26 points et 8 passes. C'est son record à la marque cette saison dans la compétition. Il a pris les choses en main et quelque part, c'est ce qu'on attend de Mike James. Sans Nick Calates et avec Jordan et Mathieu un petit peu plus discret ce soir-là. Voilà, il a fait jouer les siens, il a été bon. C'est un bon match de Mike. On peut regretter peut-être sa faiblesse sur les tirs primés où il a 1 sur 6 et il y en a un raté dans les ultimes secondes qui fait peut-être un petit peu de mal, une perte de balle aussi. Mais globalement, c'est quand même un bon Mike James. Et puis hier, c'est pareil. En Coupe de France, il cumule quand même 14 points, il y a du déchet au tir, mais il obtient des fautes, il provoque des fautes, il marque ses lancers francs, donc ça reste quand même du bon Mike James malgré tout. De ton côté, Ben ? moi, j'ai voulu parler de Mam GIT, voilà. Deux grosses performances sur ces deux dernières rencontres, que ce soit contre le Maccabi ou hier en Coupe de France, où il fait 20 dévals et 30 dévals, avec des super pourcentages, des gros rebonds, beaucoup de rebonds offensifs contre le Maccabi notamment. Après, oui, on aurait pu parler de ces 2 lancers francs qui font mal, mais voilà, c'est un joueur précieux pour cette équipe qui se met toujours au service du collectif. Très précieux, que ce soit offensivement ou même défensivement. On sait que ce n'est pas sa première qualité, la défense, parce que voilà, lui, c'est un attaquant, un très gros attaquant. Mais il fait des efforts et il est toujours présent, donc je voulais le mettre en avant. Mathieu, est-ce que tu as un coéquipier que tu voudrais mettre en avant, toi, un autre, cette semaine ? Un peu comme Ben, j'aurais dit Mam, mais j'ai envie de parler de Terry. Terry qui nous a donné un surplus d'énergie hier. Alors voilà, ça n'a pas été suffisant, mais l'entrée qu'il a faite contre Le Mans, voilà, j'ai envie de la mettre en lumière et de lui dire de continuer à faire ce qu'il fait, parce que voilà, à chaque fois, il nous aide beaucoup. Eh bien, Terry entre dans la concurrence au MVP de la semaine. Messieurs, on va se départager autour d'un jeu, autour du jeu des maillots. On a parlé de l'équipe de France, donc on va se centrer sur l'équipe de France. Vous allez avoir les maillots de différents joueurs. Donc il faut retrouver ce joueur de l'équipe de France avec son parcours en maillot. Joueur de l'équipe de France. Joueur de l'équipe de France. Pendant les jeux avec ou, les maillots qu'il a portés en club. Pendant les jeux ou de la dernière ou là, pendant les jeux. Ok. Messieurs, vous êtes partis ? Je crois qu'il y en a peut-être un ou deux qui étaient pas au jeu. Allez. Le coquin. On va le répéter dans l'oreille. Allez, premier joueur. Wembanyama. Ah, faut aller vite. Ouais. Jeu de rapidité. Victor Wembanyama. 1 point pour Ben. C'est parti. Allez, deuxième. Evan Fournier, c'est Mathieu. Ouais. Je l'ai, Mathieu. 1 point pour Mathieu. Tricheur. Allez, suivant. Rudy Gobert. Ouais. Rudy Gobert. 1 point chacun, messieurs. Allez, suivant. Batum. C'est pour Mathieu. Ça dégaine vite, hein. Gershon Yabusele, évidemment. 3 points pour Mathieu Strazel. Je suis obligé, hein, c'est la honte, là, sinon. Suivant. Mathias le sort. Ah ouais, mais bon, t'as 30... Ça décolle. On se fait laver. Alors, c'est déjà une victoire pour Mathieu, c'est le dernier. Eli Okobo. Partenaire de Mathieu, évidemment, sur un groupe. C'est une victoire sans appel de Mathieu Strazel.
Vous avez quand même marqué un point, les gars. Et encore, il ne savait pas qu'il fallait aller vite, ça se trouve. Ça se trouve, il aurait fait le plein de points. C'est donc Terry Tarpey qui sera notre MVP cette semaine. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre du pivot de la Roca Team, Mame Diaye, qui sort d'une grosse semaine sur le parquet. Sylvie Ferreira et Anthony Casal ont suivi ses traces jusqu'à Paris. Vous allez le voir, Mame n'était pas forcément prédestiné au basket, sujet monté par Laurent Lopopolo. Quand je commence à voir que carrément j'ai des repousses de cheveux qui viennent là, c'est-à-dire que je sais que là ça fait longtemps que ça fait vraiment longtemps que je suis pas venu, quoi. Dans un calendrier surchargé, les moments de légèreté sont toujours appréciés. Mame, j'ai commencé à le courir dès qu'il est arrivé en fait. J'avais commencé par Peter Corneli. Dédicace à mon gars Peter. Il m'en parle mais je lui dis écoute, vas-y d'abord. Et d'abord tu vois comment il revient. S'il revient bien ou s'il revient moyennement. Et il est revenu, il est revenu plutôt mignon. Voilà. Au top. Prépare la demi-finale. Ça y est, j'ai retrouvé ma jeunesse. Sa jeunesse, Mame Diaye l'a passée en région parisienne, bien loin des terrains de basket. Mais une rencontre, sur les bancs du collège, a changé le cours de sa vie. C'est dans cette cour de collège que j'ai vu Mame pour la première fois. Facile à identifier, 2 têtes de plus que tout le monde. Si mes souvenirs sont bons, il était en 5e. Il devait avoir 12 ans. Oui, il faisait du foot avec une bande d'amis. Au fur et à mesure, en discutant avec lui, en voyant ce qu'il faisait, je l'ai un peu incité à venir au basket, de voir des gens à peu près de sa taille. À force de propositions, un jour, on va dire qu'il y a eu un trou dans son calendrier. Et un jour, il a sauté le pas. Convaincu par son surveillant, Mame Diaye assiste à son premier match de basket. Après le match, c'était un beau match, une victoire. Il est descendu, il s'est essayé. Et l'accroche a été faite ce jour-là. Je ne voulais pas quitter la salle et j'ai quitté la salle au moment où ils ont voulu éteindre les lumières. Je ne voulais pas partir. J'ai été vraiment pris d'affection pour ce sport. Et surtout, c'est la première fois que j'ai vu des gens qui étaient plus grands que moi. À ce moment-là, moi qui étais toujours habitué à être le plus grand, qui n'assumait pas très bien aussi ma taille et le fait d'être... je voulais toujours me faire discret et là, j'étais totalement à l'aise. J'ai été pris par un sentiment d'acceptation, entre guillemets. Lorsqu'il est venu s'entraîner pour la première fois, j'ai baissé tous les paniers pour qu'il soit en confiance et qu'il puisse s'exprimer. Et même s'il n'avait pas trop de basket, en fait, il a dominé les autres parce que plus grand, à prendre des rebonds, à faire des contres, à faire des dunks. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait que quand il a senti qu'il était à l'aise et qu'il pouvait s'exprimer, après, là, je pense qu'il a vraiment mordu. Et puis après, on connaît un peu la suite de l'histoire. Une histoire qui a mené Mame Diaye jusqu'en équipe de France. C'est le maillot de Mame en équipe de France, mais c'était l'équipe de France cadet France. Tu vois, c'était son premier maillot, ça. Des vrais souvenirs, hein. Des vrais souvenirs. Je pense qu'il faut avoir une force mentale faut être assez fort mentalement pour durer dans ce milieu. On est à un début, même si beaucoup le constatent ou personne ne le voit, d'être un homme encore plus fort
il a une marge pour moi de progression qui va être incroyable. Parce que la maturité qu'il a aujourd'hui, j'imagine même pas dans 10 ans ce qu'il va devenir. Aujourd'hui, sous les couleurs monégasques, Mame Jaïté avance, sûr de ses forces et toujours guidé par son instinct. Je ne connaissais pas tous les codes et tout ce qui se faisait en général. Et je l'ai fait entre guillemets à mon ressenti. Avec le recul, j'en suis très content parce que dans le sport, il n'y a pas de chemin classique. Et d'arriver là où je suis, entre guillemets, maintenant, j'aurais peut-être pas cru. C'est des choses qui me paraissaient tellement lointaines et tellement impossibles que c'est déjà, entre guillemets, je suis déjà en train de vivre un rêve. C'est un mec qui donnait beaucoup et rapidement il s'est imposé en Pro B d'abord et puis après en Pro A et puis après même en Euroleague. Donc ça fait partie de ces joueurs qui ont des chemins qui sont aussi assez surprenants, qui arrivent à chaque fois à se dépasser, à progresser pour réussir à dominer à ce niveau-là et passer au niveau du dessus. C'est la force tranquille en fait, vraiment c'est ça. Et puis après quand il met un pied sur le terrain, c'est pareil, il veut toujours tout arracher. I call him like a brute force. You know, when Mom ducks in the post, you have no choice but to give him the ball because he's so wide open and he takes up so much real estate down there. Finish the ball with both hands, and then defensively, we like the way he blocks shots and stuff like that. C'est peut-être ma plus grosse victoire, j'ai toujours réussi à trouver en moi. Aussi bien grâce à l'entourage, parce que c'est pas que moi, les ressources nécessaires qui font que j'arrive à sortir mon épingle du jeu. Ce jeune garçon-là, il était quand même ambitieux, c'est quelqu'un qui était déjà très persévérant. Et il peut être fier de ce qu'il est devenu et j'espère qu'il va continuer à être fier et continuer à marcher droit et à agir en faisant du bien. J'aimerais pouvoir léguer à mes enfants cet esprit-là. Mathieu, on le voit, on le ressent, Mame, c'est pas le plus extraverti de tous, mais il dégage quelque chose de très naturel, de très authentique. Ouais, exactement. Après, comme l'a dit Peter, c'est vraiment la force tranquille, quoi. Il en impose. Il n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit, de parler beaucoup, mais rien qu'à sa taille et ce qu'il fait sur le terrain, il en impose. Et cette année, c'est une pièce maîtresse de notre équipe et il nous fait un bien fou cette année. Est-ce que, un peu à l'image de Mame, tu as eu un mentor, quelqu'un qui t'a un peu pris par la main et qui t'a montré un peu le basket ou qui t'a donné envie, en tout cas, d'aller dans les salles? Pas forcément un surveillant, mais un entraîneur qui t'aurait un peu plus donné envie de t'y mettre vraiment et quelqu'un qui t'a vraiment poussé à être sérieux dans ce sport. Les frères Onaimbo, Mathias Onaimbo et Joseph Onaimbo, c'est deux coachs que j'ai eus en U13 et en U15 France à Marne-la-Vallée. Et c'est eux qui m'ont vraiment fait prendre confiance de ce que c'est que le haut niveau et ce qu'il faut pour y arriver. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit c'est ce que je veux faire dans ma vie. Tu as commencé à quel âge, toi 9 ans. 9-10 ans. Ouais, tout petit. Oh, mais non. Ouais, on a quelques images qui traînent. Dingue. On l'a vu, Mame, c'est quelqu'un qui est très apprécié du vestiaire, très apprécié de l'équipe. Est-ce que toi, tu as des affinités particulières dans le vestiaire? Comment tu te ressens? Un peu avec tout le monde. J'ai l'impression que... Pas le clown, mais j'aime bien faire rire les autres. Donc j'ai des bons rapports avec tout le monde. J'essaie de voir un peu tout le monde en dehors du basket. Donc si je dois en donner un, je dirais Eli, mais Mame, Johan, Jaron, Mike, il les suit de très près, quoi. Et en tout cas, de ce qu'on sait, c'est que tu fais aussi l'unanimité dans le vestiaire. On écoute. Oh, great kid. Funny, always making jokes, laughing, and is really close with him. Great family guy as well, so just all around good kid. Je me souviens moi de conversations qu'on avait la saison passée ensemble où on parlait de son niveau, des choses qu'il faisait à l'instant T.
Et aujourd'hui, il a complètement dépassé déjà rien que ces petites limites qu'il y avait avant. Donc chaque année, chaque saison, il arrive à passer à chaque fois des étapes et des niveaux. Et c'est vraiment tout à son honneur parce que c'est aussi un bosseur. Continuer comme il fait, de continuer à travailler sur tout ce qu'il fait sur le terrain, tout ce qui lui a permis d'arriver là. Voilà, de rester stable émotionnellement, de continuer à travailler sur ce côté-là. Et voilà, sky's the limit. Et qu'il taffe dur et il ira où il voudra. Ouais, Mathieu, apprécié de ses coéquipiers, Johan, mais pas que. Hein. Oui, tu fais l'unanimité aussi salle Gaston Médecin auprès des fans, auprès de ceux qui se déplacent. On entend souvent la salle Gaston Médecin scander ton nom. Ça, c'est quelque chose dont tu es conscient, quelque chose qui t'aide aussi pendant les matchs ? Beaucoup. Ça me donne encore une fois un surplus d'énergie quand, par exemple, le présentateur, le commentateur, il annonce mon nom et que j'entends la foule qui crie un peu plus fort, qui me pousse. Vraiment, je le ressens, cet amour des fans et d'en avoir conscience et de l'entendre à chaque match, ça me pousse à me battre et de continuer avec ce club. Ouais, puis tu le rends bien parce que tu es souvent à haranguer la foule. Tu es un des rares qui vraiment va chercher le public aussi. Ouais, c'est ça. J'essaie de trouver de la motivation partout, peu importe le type de match qu'on joue. Il m'en faut peu pour commencer à serrer les poings. La fameuse célébration. Messieurs, il y a une semaine compliquée maintenant à venir encore pour la Roca Team. 2 gros matchs qui attendent à la salle Gaston Médecin. Un en Euroleague contre Fenerbahçe, l'autre contre l'Asvel. Ce sera en Betclic Elite le week-end prochain. Grosse semaine là qui vous attend donc, Mathieu. Ouais, c'est ça, grosse semaine et dans l'affiche et dans l'image qu'on va montrer. Tout le monde en attend beaucoup de nous. C'est un peu le dernier sprint, les 2-3 derniers mois où on doit jouer à notre meilleur niveau. Et voilà, ça commence dès jeudi, de ne pas vouloir aller trop vite, de prendre match après match et d'essayer de montrer un bon visage à chaque match. Oui, on l'a vu, rien n'est fait au classement, tout est encore serré, il va falloir sécuriser ce top 4. Il va y avoir quand même il y a un calendrier quand même relevé qui arrive avec les 3 premiers d'Euroleague à jouer et une réception de Kaunas aussi qui est pas forcément évidente. Et ça commence donc, Ben, avec ce match contre Fenerbahçe, qui est une équipe qui tourne très très bien cette saison. Oui, exactement. Ils sont en pleine bourre. On se rappelle du match aller. Voilà, Monaco avait surclassé cette équipe. Là, je doute pas que le Fener, ils vont vouloir venir pour essayer de prendre leur revanche. On connaît le contexte de ce match, il faut protéger son terrain à domicile et on ne doute pas sur le fait que Monaco va vendre cher sa peau et puis tout faire pour l'emporter. Voilà. Un beau duel d'anciens meneurs sur les bancs de touche là, entre Spanoulis et Jassikevicius. On peut se regarder justement, on va voir le programme de cette 30e journée après ces images du Fener qui a affronté l'Asvel justement. Ça va être les 2 prochains matchs pour Monaco. On va vous dérouler le programme de cette 30e journée d'Euroleague avec Paris, Milan, l'Olympiakos contre l'Étoile Rouge de Belgrade, le Maccabi Tel Aviv qui va accueillir la Virtus Bologne, Vitoria contre le Bayern Munich, le Real qui affronte l'Asvel, le Real qui joue gros, qui doit aller chercher les places au moins en play-in, le Pana contre l'Alba, Barça, Žalgiris Kaunas et le Partizan contre l'Efes Istanbul. Le prochain rendez-vous basket en direct sur TV Monaco, c'est donc jeudi avec Monaco-Fenerbahçe commenté par Laurent Sierra et Colin Bourgeat, prise d'antenne à 18h25 pour l'avant-match, coup d'envoi à partir de 19h. Mathieu, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, c'était un plaisir de te recevoir sur Rocasphère. De même, merci à vous, merci beaucoup. Ben, Johan, on se dit à lundi prochain. Exactement, la semaine prochaine. Je te souhaite surtout beaucoup de réussite pour la fin de la saison. Évidemment. Un titre en Betclic et puis un petit Final Four. J'espère. Merci beaucoup, c'est tout ce que j'espère. Allez, on se quitte avec le Magic Moment. Cette semaine, c'est signé Game Winner de Sylvain Francisco avec Kaunas contre Paris. Bonne semaine à toutes et à tous sur TV Monaco. Here's Francisco. Can he be the game winner? Oh, he can. Can he? Yes! 2.2